Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de consacrer le premier entretien de l'Observatoire des conflits gelés au Haut-Karabakh. Entretien que nous avons titré Haut-Karabakh, conflit gelé par excellence, bras de fer entre puissances. Alors, je précise que la rime est involontaire. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir Tigran Yegavian. Merci Tigran d'être Merci là. de votre invitation. Alors, Tigran Yegavian est notamment l'auteur de Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde, paru en janvier 2022. Il est par ailleurs journaliste. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de citer un de ses articles. Alors, à l'automne 2020, l'Azerbaïdjan déclenche une offensive contre l'enclave sécessionniste arménienne du Haut-Karabakh. Cet épisode, qui connaît aujourd'hui quelques soubresauts, est appelé Seconde guerre du Haut-Karabakh. Donc, avec toi, Tigran, nous allons aborder ce conflit qui ne date évidemment pas de 2020 et qui fait souvent partie de ces conflits qu'on évoque pour illustrer la notion de conflit gelé. Alors, avant d'évoquer l'histoire, en l'occurrence contemporaine, quelques mots sur la géographie. Alors, peux-tu nous décrire rapidement cette région du monde qu'est le Haut-Karabakh? Bien sûr, alors nous nous situons aux confins des empires, vraiment. C'est-à-dire que le Haut-Karabakh fait partie du Caucase du Sud, qui est une sorte de chaîne montagneuse au relief accidenté, qui est vraiment un point de rencontre où plusieurs plaques tectoniques géopolitiques sont en collision permanente. Au nord, la plaque russe, puisque on est dans une zone d'influence russe depuis le tout début du 19e siècle, depuis les reculs, depuis les dernières guerres russo-persanes. Historiquement, c'était une plaque iranienne, mais les Iraniens sont toujours là, enfin à côté. Et nous avons la plaque turcique, puisque vous avez à l'ouest, la Turquie, qui devient de plus en plus, à la faveur de l'affaiblissement de la Russie, un acteur géopolitique dans cette région. Le Haut-Karabakh, c'est un petit territoire grand comme un département, la moitié d'un département français, c'est 4500 km² à peu près dans les frontières de l'oblast, c'est-à-dire les frontières politiques de cette ancienne région autonome. Historiquement, c'est une province de l'Arménie antique, l'Arménie historique. Les églises, les monastères, les cimetières attestent, même avant le christianisme, une présence, un peuplement continu arménien. Et puis, il faut distinguer le Haut-Karabakh du Bas-Karabakh. On l'appelle haut justement parce qu'il est montagneux, puisque la latitude moyenne, c'est plus de 2000 mètres. Et le Bas-Karabakh, c'est la plaine au sud, qui est une province, une région pour le coup qui a été qui a perdu, si vous voulez, sa population arménienne du fait des invasions seldjoukides qui remontent donc au 9e siècle. Donc, contrairement au Bas-Karabakh, le peuplement arménien atteste une permanence, ce qui est quand même assez exceptionnel compte tenu de cette situation qui a toujours été très compliquée pour les Arméniens. Le relief les a aidés à avoir une forme d'autonomie. Cette autonomie, ils l'ont maintenue au XVIIIe siècle notamment via des petites principautés qu'on appelait les Mélicas. Et puis on arrive au génocide de 1915. Les 2 tiers de la population de l'Arménie ottomane sont exterminés. L'armée turque ottomane continue son avancée vers le Caucase, c'est-à-dire pour faire la jonction avec les Tatars azéris. À l'époque, on ne disait pas les Azéris, leurs frères turcophones. Et lorsque l'Arménie indépendante, l'Azerbaïdjan autonome, indépendant aussi, essayent donc d'établir leurs frontières, et ben, ils sont en conflit pour le contrôle de ce Karabakh et d'autres régions aussi, et alors qu'il est à 95% arménien. Alors on arrive à 1921. 1921, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été soviétisés et le commissaire aux nationalités bolcheviques, à l'époque c'était Staline, ce n'est pas le Staline qu'on a connu après, finalement statue que le Haut-Karabakh doit appartenir à l'Azerbaïdjan soviétique. Bon, pour faire très simple, 2 raisons motivent ce choix. La première, diviser pour régner. Il fallait contenir les nationalismes aux marches de l'Empire soviétique. Il fallait que les nationalismes arméniens soient contenus. Il fallait aussi donner un gage d'amitié au peuple musulman soviétique. On est vraiment dans cette situation, cette conjoncture. Il y a eu le congrès de Bakou, où les révolutionnaires bolcheviques étaient porteurs d'un nouveau discours. Et puis, il fallait aussi accorder un gage d'amitié à la Turquie kémaliste, qui était garant, qui était protecteur aussi d'une région azerbaïdjanaise, qui est historiquement arménienne, le Nakhitchevan, parce que la Turquie, à l'époque, n'avait pas encore choisi son camp.
Elle n'était pas encore passée, entre guillemets, à l'Occident. Donc c'était important aussi dans ce récit anti-impérialiste de ne pas s'aliéner la Turquie kémaliste. De 1921 jusqu'aux années 50, 60, 70, le Haut-Karabakh arménien, qui passe donc sous le contrôle azerbaïdjano-soviétique, subit une situation de double joug, une situation, on va dire même de colonisation, c'est-à-dire que les Arméniens du Haut-Karabakh qui se maintiennent connaissent une situation très compliquée puisqu'ils subissent à la fois la vindicte soviétique plus une politique d'ingénierie démographique organisée par le pouvoir azerbaïdjanais qui vise par tous les moyens à dépeupler cette région de sa population arménienne. Ce qui explique qu'entre 1921 et 1988, la proportion des Arméniens passe de 94% à 75%. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est vraiment démographique, qui vise à dépeupler cette région que les Azeris considèrent comme historiquement azerbaïdjanaise. Alors, Pierre Asner, un auteur célèbre justement, entre autres, pour avoir travaillé sur ce type de conflit, parlait de l'effet frigidaire pour décrire ce genre de situation. Et l'Union soviétique aura été finalement ce gigantesque frigidaire qui a gelé la question du Haut-Karabakh presque tout au long du XXe siècle. Et tu viens de décrire d'ailleurs les mécanismes finalement par lesquels l'Empire soviétique a gelé ce conflit. Est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec cette notion de conflit gelé? J'apporterai des nuances, j'apporterai quelques nuances déjà parce que les soviétiques ont mis sous cloche le nationalisme arménien, mais il faut savoir que déjà dès 1945, dans les années 50, il y a des pétitions, il y a toute une volonté de revenir à la mère patrie arménienne, et puis surtout il y a des découpages territoriaux intéressants parce qu'on voit l'évolution de la cartographie entre les années 20 et les années 60. On voit à travers les cartes successives que tout est fait pour grignoter des territoires arméniens au détriment des Arméniens afin de couper la continuité territoriale entre l'Arménie soviétique et la région autonome du Karabakh. À l'époque, il était question, aux yeux des soviétiques, de créer une région autonome kurde, qu'on appelait le Kurdistan rouge, qui serait une zone tampon entre l'Arménie soviétique et le Karabakh. Ça a été un échec, mais ça a permis de séparer le Karabakh de la mère patrie. Plus tard, dans les années 70-80, et surtout 80, à la faveur de la perestroïka, on se rend compte que le Karabakh est un laboratoire. C'est un test de la perestroïka, puisque au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de cette démocratisation, cette transparence voulue par Gorbatchev, les Arméniens du Karabakh réclament par des voies légales et pacifiques le retour à la mère patrie. Et en février 88, au Parlement régional de Stepanakert, les députés du Soviet suprême de cette région autonome votent leur attachement majoritairement à l'Arménie soviétique. La réponse va être extrêmement brutale puisque les Arméniens vont d'Azerbaïdjan, il y a une très importante communauté arménienne, plusieurs centaines de milliers en Azerbaïdjan, va connaître des pogroms qui vont se traduire par des chassés-croisés de population arménienne fuyant massivement à l'Azerbaïdjan vers l'Arménie mais aussi vers Moscou, et population azerbaïdjanaise fuyant la crainte de représailles qui vivait en Arménie, qui va alimenter, si tu veux, un ressenti contre les Arméniens. Dans un article que tu as consacré récemment à cette question dans Orient 21, alors tu as écrit ceci. Retranchés derrière une ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres, les dirigeants arméniens de l'Artsakh, donc Karabakh en arménien, non sans intransigeance, s'étaient levés derrière l'illusoire certitude d'un conflit gelé, pensant naïvement que l'assurance vie liant Yerevan à Moscou s'appliquerait sur leur territoire également. Or, la seconde guerre de 2020, menée par l'Azerbaïdjan avec le concours de la Turquie, a complètement renversé la donne et le rapport de force. Alors on a l'impression que ce gel qui succède finalement au dégel du début des années 90 et auquel met un terme la guerre menée par l'Azerbaïdjan en 2020, n'était pas tant une situation intenable que ce qui pouvait arriver de mieux aux dirigeants locaux, comme si le gel ici profitait aux plus faibles. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler cette situation, ces changements depuis le début des années 90 et ce que la guerre azerbaïdjanaise de 2020 est venue bousculer? La guerre se déroule en deux temps. 88 à 91, c'est une guérilla entre
donc des groupes arméniens d'autodéfense et l'armée rouge, hein, puisque c'est encore l'Union soviétique. 91, la donne change, puisque l'Azerbaïdjan proclame son indépendance et décide de supprimer le statut d'autonomie du Karabakh. Par conséquent, les Arméniens du Karabakh, qui ne peuvent pas se rattacher à l'Arménie soviétique, proclament unilatéralement leur indépendance vis-à-vis du pouvoir central soviétique. C'est pourquoi l'Arménie n'a pas reconnu aussi l'indépendance du Karabakh. Les Arméniens du Karabakh se sont autoproclamés et ont mené, avec leurs forces locales et avec l'aide de l'Arménie, une victoire militaire au bout de 94, au bout de 3 ans, qui s'est traduit par des gains territoriaux importants. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, les Azéris ont perdu 14% de leur territoire, 800 000 réfugiés. Et ce qui s'est passé, c'est que les forces arméniennes du Karabakh ont constitué une zone tampon, une sorte de zone de sécurité qui donne une profondeur stratégique afin de négocier et monnayer ces territoires en l'échange d'une solution politique. Alors quand je dis qu'il y a une illusion, c'est que les Arméniens du Haut-Karabakh étaient persuadés que le temps se jouerait en leur faveur, puisqu'ils avaient remporté une victoire militaire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, une victoire militaire, c'est un cessez-le-feu, c'était qu'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ce n'est pas une victoire politique. 2, le contexte était favorable, mais l'Arménie n'a pas reconnu l'indépendance du Karabakh. Elle aurait pu le faire, mais elle ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. Et troisièmement, l'Azerbaïdjan, à partir de 2002, commence à avoir les moyens de faire sa revanche, d'avoir sa revanche, puisque 2002, c'est l'inauguration du gazoduc reliant Bakou à Ceyhan par Tbilissi. Et donc, le rapport de force commence à changer. Donc, pendant plusieurs décennies, les dirigeants arméniens, je crois qu'ils sont, et surtout du Karabakh, ont péché par leur maximalisme, mais aussi par leur intransigeance. Et ça a coûté très cher, non seulement aux Arméniens du Karabakh, mais surtout à l'État arménien, puisque l'État arménien devait composer avec eux. Et en 97 plutôt, lorsque l'OSCE propose un plan de paix négocié sur des concessions mutuelles, mais sans déterminer quel sera le statut du Haut-Karabakh, le président arménien de l'époque, Levon Tepetosyan, accepte cette idée parce qu'il est convaincu que le statu quo n'est pas favorable, qu'il n'est pas tenable pour les Arméniens. Les dirigeants arméniens du Karabakh refusent en bloc et il se trouve que l'entourage de Levon Tepetosyan, qui était composé d'anciens dirigeants du Karabakh, le pousse à la sortie, il est contraint de démissionner. Et l'histoire donnera raison à Tepetosyan, puisque 2016, il y a déjà une guerre éclair de 4 jours où les Russes arrivent à freiner les Azéris. Mais là, on se rend compte déjà que le rapport de force militairement parlant, il est à la faveur des Azéris. Et 2020, comment dirais-je, l'alliance avec la Turquie, l'armement israélien, la participation pakistanaise, tout ça fait que les Arméniens du Karabakh se retrouvent dépassés par la mondialisation, rattrapés par une mondialisation, puisque cette guerre, au fait, voit plusieurs types de conflictualité à l'œuvre, c'est-à-dire une conflictualité arméno-azerbaïdjanaise, une conflictualité arméno-turque, puisque la Turquie, pour la première fois, participe activement aux opérations, et aussi une conflictualité entre la Russie et l'Occident, puisque on considère que les Arméniens étant les alliés des Russes, c'est une manière de les affaiblir, et enfin, et ça c'est moins dit, une conflictualité entre l'Iran et Israël, puisque l'Iran est un pays qui est en difficulté avec l'Azerbaïdjan, voisin, malgré le fait qu'ils appartiennent tous deux au chiisme, et les Israéliens considèrent l'Azerbaïdjan comme un partenaire stratégique et comme une arrière-cour contre l'Iran. Donc tout cela fait que le Karabakh, le petit Karabakh, s'est retrouvé en 2020 complètement rattrapé par la mondialisation. Alors justement, alors je précise évidemment que parler de gel, entre guillemets, s'explique évidemment par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait d'avoir un cessez-le-feu et pas de règlement définitif. Alors pour revenir à la situation aujourd'hui, alors comment décrire la situation aujourd'hui sur le terrain, notamment depuis 2020? Alors l'Azerbaïdjan apparaît peut-être plus que jamais, et pour les raisons que tu as rappelées, comme étant dans une situation très favorable. Alors, comment qualifier aujourd'hui le rôle des puissances, hein? Tu en as évoqué quelques-unes. Je pense évidemment à la Turquie et à l'Iran, mais aussi à la Russie, notamment si on devait comparer avec son rôle en 1994 lors de la négociation de cette trêve. En 1994, les Russes sont plutôt du côté des Arméniens pour une raison très simple. Ils ne sont pas en position de force. La Russie de Boris Yeltsin n'est pas celle de Vladimir Poutine. Les Arméniens sont les seuls alliés de la Russie dans la région. La Géorgie est dans le chaos de la guerre civile. L'Azerbaïdjan est gouverné par un pouvoir à l'époque pan-turquiste.
Et l'Arménie a conclu avec la Russie un accord de sécurité et de défense. Donc les Russes ont plus besoin des Arméniens à l'époque qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une Arménie exsangue, qui a complètement, démographiquement exsangue déjà, c'est important. Le rapport de force démographique n'est pas suffisamment abordé. Le rapport, c'est à peu près 2,9 millions d'Arméniens, enfin d'habitants en Arménie, contre 9,5 millions, à peu près 10 millions en Azerbaïdjan. L'Arménie n'est plus le garant de l'intégrité territoriale du Haut-Karabakh. Elle a confié ce rôle à la Russie, et de facto, ce qui reste du Karabakh arménien, c'est-à-dire un territoire amputé de 75% des territoires qu'il contrôlait, puisqu'on se retrouve avec une peau de chagrin de 1900 km² contre 11 500 à peu près, est devenu de facto un protectorat russe. C'est-à-dire que l'administration du Haut-Karabakh, donc la République autoproclamée du Karabakh, ne tient que grâce au déploiement d'une force russe de maintien de la paix de 2000 hommes. Ils ont fait du russe, dans la folie du cessez-le-feu, la langue officielle. Les Russes sont intervenus in extremis pour justement, non pas pour les beaux yeux des Arméniens, mais pour avoir un levier sur l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que ce qui intéresse les Russes, ce n'est pas un Karabakh indépendant. On est très loin du cas de figure de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, ou même de la Transnistrie. Ce qui leur intéresse, c'est de revenir dans la région, parce que c'est leur zone d'influence traditionnelle. Ils n'ont pas besoin de levier sur l'Arménie. Je veux dire, ils ont vraiment acheté l'Arménie en 30 ans. L'Arménie a été vendue à la découpe à la Russie, puisque les gouvernements successifs ont bradé tous les secteurs économiques stratégiques, que ce soit le nucléaire, que ce soit les énergies, les mines. Bref, l'Arménie est complètement liée aussi en termes de gaz, de sécurité à la Russie. Donc, l'Arménie n'a jamais réussi à sortir de ce dilemme souveraineté versus sécurité. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à construire vraiment un État avec des institutions résilientes et un vrai pouvoir régalien. Donc, on se retrouve avec une situation où le petit Karabakh a confié les clés de son destin à la Russie. La Russie se maintient avec une force, on va dire, modeste. Et malheureusement, pour les armées du Karabakh, cela ne suffit pas à se prémunir des attaques de l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan considère qu'elle n'a pas elle n'a pas atteint son objectif. Son objectif, c'était broyer le Karabakh arménien, en finir une fois pour toutes, donc procéder à un nettoyage ethnique. Deuxième plan, c'était obtenir un corridor reliant l'Azerbaïdjan à son esclave du Nakhitchevan qui passerait par le territoire arménien, donc un corridor extraterritorial qui échapperait à tout contrôle souverain arménien, douanier, etc. Et ça, ce corridor, il est d'une importance géostratégique majeure parce que c'est l'autoroute eurasiatique qui relie l'Asie à l'Europe. Les Américains, les Russes, les Turcs sont intéressés par ce corridor s'il serait sous leur contrôle. Et les seuls qui seraient opposés à ce corridor, mis à part les Arméniens, c'est les Iraniens et les Indiens. Puisque l'Inde et l'Iran, effectivement, partagent une même inquiétude face à l'irrédentisme panturquiste pour différentes raisons. L'Inde est un pays qui considère la Turquie comme un rival, la Turquie qui soutient à fond le Pakistan, qui est un pays vraiment allié, et l'Iran qui a besoin d'avoir un accès au nord via le territoire arménien pour pouvoir justement exporter ses produits vers les marchés russes et occidentaux. Donc tout cela fait qu'on se retrouve dans une position géopolitiquement parlant différente, une nouvelle donne géopolitique, et le mandat russe de force de maintien de la paix est censé se terminer au bout de 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2025. Et les Arméniens ne sont pas en état de se passer de cette présence russe, ce qui explique l'extrême difficulté dont font face les Arméniens dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que si les Ukrainiens sont défaits par la Russie, ça posera un problème davantage de souveraineté pour l'Arménie, parce qu'elle va encore considérablement s'intégrer davantage dans le giron de la Russie pour devenir une sorte de Kaliningrad. Si les Russes sont défaits en Ukraine, ça pose un problème de sécurité pour l'Arménie, puisque les Russes ne seront plus les garants de la défense, par exemple, de la sécurité des Arméniens du Karabakh. Puis il faut aussi parler de la difficulté qu'ont les Arméniens, l'Arménie en tout cas l'État arménien, à compter sur l'alliance russe dans le cadre de l'OCTS, puisque depuis le 15 septembre
le territoire souverain de l'Arménie a été attaqué par l'Azerbaïdjan et cette organisation n'a pas fait preuve de solidarité, c'est le moins qu'on puisse dire, pour des intérêts, du fait des intérêts qu'il est lié à l'Azerbaïdjan. Tu viens justement d'évoquer l'importance des relations russo-arméniennes et surtout leur ambiguïté finalement. Alors c'est vrai qu'on a tendance à imaginer les conflits dits gelés comme des conflits assez marginaux. Or celui-ci qui apparaît, comme tu l'écris d'ailleurs, de plus en plus comme une guerre conventionnelle désormais entre deux États, hein, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, semble gagner en centralité. Par exemple, comment influe-t-il plus spécifiquement sur les relations russo-turques? Pour prendre un exemple très concret, la Turquie qui soutient bien sûr l'Azerbaïdjan n'est-elle pas aujourd'hui en position de force face à la Russie à l'aune de la guerre en Ukraine? Bah, y a un vrai opportunisme de la part de la Turquie qui, en fait, est forte du fait de la faiblesse de ses rivaux, de leur division, puisque la Turquie n'a pas, on va dire, les moyens d'influer sur tous les terrains, mais elle tire vraiment son épingle du jeu parce que elle est en train de reproduire dans le Caucase du Sud ce qu'elle a fait en Syrie et en Libye avec les Russes. C'est-à-dire ce qu'on assiste est une sorte de deuxième, de répétition d'un scénario qui a fait ses preuves, c'est-à-dire une sorte d'astanisation, je ne sais pas si c'est un mot très vilain, mais de reproduire un petit peu ce schéma de condominium et de partage d'influence entre des zones d'influence turque et des zones d'influence russe. Et on s'aperçoit que bah, la petite Arménie n'est qu'une variable d'ajustement, voire une monnaie d'échange, et elle est victime du retour de ce que Fabrice Balanche appelle la géopolitique des empires, parce que les Turcs et les Russes renouent un petit peu avec cette tradition où il n'y a plus de frontières mais que des fronts. Ils s'entendent essentiellement sur le rejet de l'Occident et sur le fait qu'il faut les maintenir à l'écart de leur zone d'influence. Et effectivement, si tu vois l'évolution de la participation turque, en tout cas dans le conflit, c'est une forme de rivalité compétitive. Voilà. Donc moi, je m'inscris en faux contre le fait que les Russes et Turcs sont en guerre par procuration. Non, c'est plus complexe que ça. Sauf que les Arméniens n'ont pas réussi, la diplomatie arménienne en tout cas, à comprendre que en Russie, les choses ont changé. Et même si les élites arméniennes issues de la révolution de velours de 2018 sont russophones, elles ne maîtrisent pas les codes du Kremlin. Elles ne maîtrisent pas le langage du pouvoir russe, ce que les Turcs maîtrisent par contre. Donc effectivement, c'est complexe et l'Arménie ne peut pas compter sur l'Occident puisqu'elle ne fait pas partie du bloc euro-atlantique, contrairement à la Géorgie voisine. Donc elle a énormément de difficultés à gagner du temps et elle avance sur une ligne de crête afin de contenir la menace à la fois azerbaïdjanaise et la menace turque. C'est pourquoi, dans la foulée du cessez-le-feu aux conditions léonines de novembre 2020, la Turquie et l'Arménie ont entamé un processus de normalisation de leurs relations diplomatiques et commerciales. L'idée n'est pas de réconcilier les deux parties, puisque la Turquie continue à pratiquer une politique de négationnisme, elle ne reconnaît pas la réalité du génocide et une politique anti-arménienne aussi même dans la diaspora. L'idée, c'est de gagner du temps côté arménien et de contenir la Turquie afin de pouvoir, entre guillemets, respirer face aux assauts continus de l'Azerbaïdjan qui entend signer un accord de paix d'ici la fin de l'année 2022 qui serait plutôt un accord de capitulation sur la base de l'abandon total du Karabakh arménien qui devrait être reconnu comme souverainement azerbaïdjanais, la sécession d'un corridor et aussi un accord sur un nouveau tracé des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui serait encore une fois favorable à l'Azerbaïdjan. Alors, effectivement, oui, je pense que parler de conflit russo-turc est abusif, d'ailleurs, tout comme le fait d'évoquer une quelconque alliance russo-turque. On a plutôt affaire à une sorte de domestication des différends, de bonne gestion des lignes rouges mutuelles. Mais on a l'impression quand même que dans ce rapport de force, ce partenariat rapport de force, aujourd'hui, la Turquie a quelques avantages, surtout évidemment si la Russie est affaiblie en Ukraine. La Turquie, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, puisqu'elle elle a la géographie pour elle. Et effectivement, elle sait se rendre indispensable à la fois aux yeux des Ukrainiens, aux yeux des Russes. Et ça, on le voit très bien parce que c'est grâce justement à la Turquie que la Russie arrive à exporter ses céréales, à contourner les sanctions
occidentale. N'oublions pas aussi que la Russie a réussi à faire quelque chose qui lui est très profitable avec l'Azerbaïdjan, puisque à l'avant-veille du déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine, euh, Aliyev, le dirigeant azerbaïdjanais, était à Moscou et ils ont négocié avec les Russes justement un accord de coopération qui permet à la Russie d'exporter son gaz via l'Azerbaïdjan en retransformant ce gaz labellisé gaz azerbaïdjanais, ce qui est quand même bien joué de leur part, puisque d'un côté en Europe on diabolise un dictateur, en l'occurrence Poutine, et on habilite, on légitime un autre dictateur, Aliyev. Donc oui, la Turquie est forte parce que nous sommes faibles et parce qu'elle sait parfaitement jouer sur un rapport de force, pardon, elle s'est parfaitement retournée un rapport de force qui au départ ne lui est pas favorable. Et ça, elle le fait très bien en Libye, elle le fait très bien en Syrie, elle mène une guerre d'influence contre la France en Afrique francophone, même au Liban. Je vois pas pourquoi il va s'arrêter s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de garde-fou pour les arrêter. Les seuls en mesure de les arrêter, ce sont les Américains. Parce que l'Allemagne et la France ne sont pas en mesure, donc c'est les Américains. Et les Américains, effectivement, sont intéressés à un règlement politique du différend arméno-azerbaïdjanais. En témoigne justement le regain d'activité diplomatique. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 3 plans de paix, puisque le groupe de Minsk, qui était ce groupe de contact issu de l'OSCE, co-dirigé par les Français, les Américains et les Russes, a volé en éclats après la deuxième guerre du Karabakh de 2020. Donc il n'y a plus de groupe de Minsk, il n'y a plus de groupe de contact, il a été complètement court-circuité par l'axe turco-russe. Maintenant, on se retrouve avec 3 formats. Le premier, c'est le format de la plateforme diplomatique russe. Les Russes sont intéressés au statu quo. Les Russes, ils ne règlent rien, ils gèlent. Ils gèlent parce que ça leur permet justement de garder un levier et une présence militaire dans cette région. On a le format européen, donc c'est surtout le président Macron, Charles Michel, qui est favorable à une aide économique à l'Arménie, mais qui n'est pas en mesure d'apporter une aide militaire à cette dernière, alors qu'elle est demandeuse d'armement français. Mais bon, ils ont négocié à Prague l'envoi d'une mission d'observation de l'Union européenne. C'est un pas. Et le troisième, américain. Les Américains, eux, ce qu'ils sont intéressés, c'est d'affaiblir la présence russe dans le Caucase. Donc de rapprocher les parties, c'est-à-dire permettre de garantir non pas un statut pour le Karabakh, mais des garanties de sécurité pour la population arménienne du Karabakh, ce qui est fort, qui est vraiment très improbable quand on connaît un petit peu la politique arménophobe du pouvoir azerbaïdjanais. Mais comme l'attestent en tout cas les dernières déclarations de Blinken, etc., les Américains sont intéressés à un accord de paix sur le dos des Arméniens du Karabakh. On va conclure sur ça. Merci beaucoup, Tigran, pour cet entretien très enrichissant et à une prochaine fois pour un nouvel entretien dans le cadre de l'Observatoire des conflits gelés. Merci.